La mythique attraction Space Mountain de Disneyland Paris fête cette année ses 30 ans. J'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane alias Androland qui est un passionné de l'attraction depuis son ouverture. Il est l'auteur du site spacemountain.fr et on va retracer ensemble l'histoire de cette attraction mythique. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un super cadeau assez rare sur Space Mountain à te faire gagner. Salut Tessien, merci de m'accueillir. Donc on va parler Space Mountain aujourd'hui pour l'anniversaire, mais pour introduire l'attraction peut-être, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Space Mountain? Space Mountain est une montagne russe dans le noir, appelée aussi Dark Ride, qui se trouve à Disneyland Paris et qui contient 3 loopings. Il y a 3 inversions différentes. On va braquer les coaster fans. Ouais. Et c'est sur le thème un peu... Sur le thème de l'espace, donc basé sur le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Il y avait quoi avant? Parce que l'attraction est ouverte en 1995, donc là ça fait 30 ans, mais le parc a ouvert en 92. Il y avait quoi à cet endroit-là? Parce que c'est quand même une grosse pièce maîtresse. Du vide. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Sur les plans d'origine de Disneyland Paris, ils avaient prévu une attraction. Donc ils avaient ce qui s'appelait à l'époque Discovery Mountain, mais il y avait un emplacement. Mais ils n'avaient pas encore le budget pour la créer, pour la fabriquer. Donc du coup, elle était juste là en attente. Il y avait quelque chose sur les plans, mais il n'y avait rien. Donc quand Disneyland Paris a ouvert, Discoveryland a ouvert simplement avec les attractions qu'on connaît comme Star Tours, le Visionarium, Autopia et Orbitron. Et sinon, il n'y avait rien d'autre. Ok, donc il y avait quand même une petite base. Il y avait un emplacement, il y avait la zone qui était prévue pour quelque chose. Il manquait quelque chose dans le fond. Quoi. Voilà. Et comment ils en sont arrivés à faire du coup Space Mountain? À l'ouverture du parc, l'attraction était prévue, mais le souci c'est que l'attraction coûtait trop cher déjà à faire, mais ils n'avaient pas le budget. Et ensuite, le souci, c'est qu'avec le parc, à l'ouverture, il y a eu du monde. Les gens, ils venaient sur le parc, ils attendaient des heures et des heures. Et à l'époque, les gens n'étaient pas habitués à attendre aussi longtemps pour faire une attraction. Et du coup, ils ont commencé à laisser le parc dépérir et à plus y aller. Et en fait, Space Mountain a été l'attraction qui a sauvé le parc, tout simplement. Quand ils ont ouvert Space Mountain, ça a ramené du monde. Et en fait, le fait de faire une attraction en plus dans le parc, c'est surtout que plutôt que de parquer tout le monde au même endroit, ça a éparpillé un peu les gens. C'est ce qu'on connaît dans les parcs d'attractions. Plus il y a d'attractions, plus les gens se sont dispersés et moins il y a d'attentes partout. Et du coup, ils se sont dit on va reprendre le projet Discovery Mountain qu'ils avaient mis de côté. Ils ont repris effectivement ce qu'ils avaient mis plus ou moins en attente. Pour le projet Discovery Mountain, c'est comme pour beaucoup de projets comme on connaît dans les parcs avec les concept art, des choses qui sont prévues et au final, à la construction et à la finalité, on n'a pas ce qui était sur le concept art. Quand ils ont fait Discovery Mountain, de base, Videopolis devait être relié à Discovery Mountain qui devait être une sorte de montagne de l'espace ou avec des attractions à l'intérieur et on pouvait passer on rentrait dedans via des passerelles justement entre Videopolis et Space Mountain. Ces passerelles qui maintenant n'ont pas été faites mais on voit encore les 2 gros hublots qui sont là sur Videopolis, preuve que c'était à la construction prévu, il y avait quelque chose qui était prévu mais qui n'a pas été ensuite adapté par la suite. Donc en fait ils ont fait Discovery Mountain mais comme pour beaucoup de choses ils adaptent au fur et à mesure du projet les concept art. Donc on voit les premiers concept art de Discovery Mountain où on voit un volcan comme un volcan avec des attractions prévues à l'intérieur et au fur et à mesure du temps voilà, il y avait un restaurant qui était prévu, il y a des choses qui disparaissent pour finalement donner le Space Mountain qu'on a aujourd'hui au fur et à mesure des évolutions des concept art et des idées, des budgets aussi qui font que voilà, on a ce qu'on a aujourd'hui. D'accord, donc dans Discovery Mountain, il n'y avait pas de Space Mountain, c'est après qu'ils ont adapté en fonction du budget ce qu'ils pourraient faire. Quoi. Alors à la base, il devait y avoir une sorte de tour de chute à l'intérieur. Il y a un mini coaster sur le côté, il y a le Nautilus qui devait être prévu à l'intérieur. Donc là le Nautilus est à l'extérieur de Space Mountain, mais de base sur les concepts on voit qu'il est à l'intérieur et vraiment faire un monde voilà Jules Verne dans le volcan pour peut-être aussi rattraper un peu aussi le roman de Jules Verne donc qui devait relier le Nautilus, donc 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune et aussi regrouper Voyage au centre de la Terre. Donc ça devait être un ensemble voilà dans ce volcan, mais au fur et à mesure du temps ça finit en Vekoma qui arrive et c'est une montagne russe
dans la montagne, dans le dôme. Et Nautilus est arrivé en même temps que Space Mountain. Oui, il a été construit, ça a été construit en même temps, mais ça ne m'a pas ouvert en même temps. C'est-à-dire le Nautilus a ouvert avant. D'accord, ok. C'est une sorte de pré-show c'est ça. Anticipé. Donc ils sont partis de Space Mountain de la Terre à la Lune, et au bout d'un moment, ils ont changé de thème, ils ont fait Space Mountain Mission 2. C'est quoi? C'est l'attraction qui s'essoufflait? Non, l'attraction est toujours pareille. C'est en termes de nouveautés. C'est ce que Disney nous habitue depuis des années. C'est on prend quelque chose, on le modifie, et on fait croire que c'est du neuf. Sauf que là, du coup, c'était pas du neuf. Ils ont juste rethématisé un petit peu l'attraction pour jouer sur le fait de on a une nouvelle attraction, sauf que c'est pas une nouvelle attraction, c'est juste une rethématisation. Donc ils sont partis sur Space Mountain de la Terre à la Lune et ils se sont dit mission 2 ce sera le canon a été recalibré et du coup il envoie les visiteurs beaucoup plus loin que la Lune et il va jusqu'aux confins de l'univers. Là où aux confins de l'univers avant on rencontrait sur la deuxième montée, le lift B qu'on appelle sur Space Mountain où on rencontrait la Lune. Cette fois-ci, on rencontre une supernova qui explose et hop, on redévie et on revient sur Terre. Donc cette modification a été faite en 2005 et en 2005, ils ont joué sur c'est une nouvelle attraction. Il y a Buzz l'éclair qui a ouvert aussi en face. Donc voilà, c'était pour redonner vraiment un coup de boost à l'attractivité de Disneyland Paris. Et voilà, ça a encore rechangé des années après en Hyper Space Mountain pour jouer encore une fois. Là, ils jouent encore sur le dire c'est une nouveauté pour attirer du monde alors que c'est pas une nouveauté, c'est juste la thématisation qui a changé. L'attraction reste la même, enfin les rails restent pareils, tout reste pareil, les loops, les inversions qui sont à l'intérieur restent les mêmes. Donc du coup voilà, Disney a joué plusieurs fois sur c'est une nouveauté sans vraiment en être une. C'est vrai que ça a bien marché quand même, je pense, parce que moi j'ai des souvenirs quand j'étais plus jeune, quand c'est arrivé. Les gens, ils ont dit, ils ont rajouté des inversions, alors qu'au final, c'est exactement le même parcours. Donc je pense que ils ont réussi à faire en sorte que les gens pensent que c'est nouveau, alors que ça ne l'est pas, quoi. Et c'est le souci, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement, ils ont rajouté les loopings, alors qu'en fait, tout est resté pareil à l'intérieur, ils ont juste changé des projections. Ils ont rajouté, par exemple, pour Star Wars, des écrans LED avec... Mais voilà, sinon le parcours reste à l'identique. Oui, mais je trouve qu'on a perdu un petit peu en détail, parce que à l'époque, moi dans mes souvenirs, il y avait dans Space Mountain de la Terre à la Lune, dans la file d'attente, on voyait le parcours, on voyait un petit peu les décors. Ça après c'est parti. Il y avait le recul sur le canon. Je crois qu'on pouvait voir aussi un peu la propulsion, non? Il y avait plein de détails. Énormément de choses qui étaient à l'époque, qui ont disparu au fil du temps. Il y a déjà le recul du canon, qui est un gros sujet chez les fans parce que on ne verra plus jamais reculer. Le système de recul du canon est totalement grippé, il est mort, le canon ne reculera plus. Il y avait de la fumée, c'est-à-dire le canon reculait, il y avait des projections de fumée, enfin c'était de la brume d'eau, mais ça donnait un effet de fumée. On a à l'intérieur effectivement qu'on faisait la file d'attente du temps de la Terre à la Lune, on passait dans la file d'attente et on pouvait voir le train passer. Donc on voyait le train passer, on pouvait voir l'intérieur de la montagne, la Lune même, on pouvait voir un petit peu la Lune, mais avec Mission 2, ils ont décidé de tout fermer pour donner l'effet et l'impression totale d'être dans l'espace. C'est-à-dire en fait, ensuite dans l'attraction, ils ont rajouté des boules à facettes, petites boules disco, pour donner un effet d'étoile. Tu sais, les boules disco, ça projette, ça réfléchit la lumière, t'as l'impression que tu as des étoiles. Donc ils ont mis plein de boules à facettes dans l'attraction pour donner l'impression d'être vraiment dans l'espace avec des étoiles partout. Et le problème de la file d'attente, c'est que comme elle était un peu éclairée, quand le train passait, à un moment, il passe en dessous, on voit la file d'attente. Et donc du coup, ça cassait cette immersion dans l'espace. Donc ils se sont dit, on va tout fermer. Et comme ça, quand on est dans le train, quand on est à l'intérieur de Space Mountain, on ne voit plus la file d'attente. Donc on a vraiment l'impression d'être dans l'espace, dans le noir complet avec des étoiles un peu partout et c'est tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout fermé. Ce qui casse un peu de magie parce que ce qui était bien quand on était dans le file d'attente, c'était de pouvoir voir le train passer et waouh. Ça permettait de s'occuper, de se projeter aussi. Hein. Et surtout de voir les gens en face, c'était dingue de voir le train passer comme ça. Oui, c'était cool. Mais là c'est fini. Après il y a peut-être une histoire de budget aussi, le fait que c'est vrai que maintenant ils se passent à Hyper Space Mountain. Donc ça, je pense qu'ils ont voulu surfer sur le buzz de Star Wars. Et voilà, il se passe plus grand chose à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de budget quand même dans tout ça? Parce que la majorité des parcs, quand ils font plus des choses ou quand ils réduisent un petit peu ce qu'on voit sur les concept art, qu'il n'y a pas une histoire de coupe budgétaire. Après c'est Disneyland Paris, puis c'est comme tout, on sait qu'il y a un moment donné au niveau argent, quand ça en demande trop, ils n'ont pas les moyens donc ils sont obligés de faire des coupes. Mais ce système de file d'attente, non, je pense pas que ce soit vraiment un coupe budgétaire, c'est vraiment
pour l'immersion dans l'histoire. Ils avaient besoin de le fermer. Mais sur le parcours, du coup, ils ont réduit les décors. Enfin, non. C'est plus que des écrans, quoi. Alors, ils n'ont pas réduit les décors. Il y a même des décors qui sont toujours présents, mais qui sont juste éteints ou cachés par des bâches. Je donne un exemple de l'électro-dévélocitor. C'est quand tu freines à la fin. Tu voyais toujours aussi dans la file d'attente. Ça, tu le voyais dans la file d'attente. C'est-à-dire, tu passais et tu voyais le train freiner et hop. Les éclairs et tout ça. C'est ça. Depuis Star Wars Hyperspace Mountain, ils l'ont éteint. Il existe toujours. Il est toujours là, sauf qu'ils l'ont coupé dans le noir. Et en fait, au moment de la file d'attente, ils ont mis un support pour cacher ça. Comme ça, tu vois plus le train freiner, tu vois plus rien. Ah, c'est dommage. Et donc du coup, tu fais la file d'attente et tu as juste ça. Mais ça existe toujours, c'est toujours là. Et en fait, ils ont juste à dévisser les plaques pour que ce soit de nouveau visible. Ah, c'est dommage, parce que du coup, Hyperspace Mountain, c'est 2017, c'est ça? C'est ça. Plus exactement, j'ai la date juste ici, c'est le 7 mai 2017. Alors, Mission 2 a fermé le 8 janvier et Hyperspace a rouvert le 7 mai, parce qu'entre les deux, forcément, il a fallu un temps de réhabilitation. Ils en ont profité pour faire les travaux et avoir tout le passage, par exemple, du changement de l'enseigne à l'entrée de l'attraction, de Space Mountain Mission 2 mettre Hyperspace Mountain, tout un système de changement qui est arrivé sur l'attraction. Et toutes les infos sont sur le site spacemountain.fr. Et du coup, si tu m'as dit qu'ils ont éteint ou caché des objets, est-ce qu'il y a des projets de peut-être refaire une autre version? Parce qu'il me semble que c'était censé rester pas très longtemps à Hyperspace Mountain et au final ça fait quand même pas loin de 10 ans là. Encore une fois, on est sur du Disney et le temporaire version Disney, où le temporaire version Disney c'est indéfini en fait. Oui, c'est comme Indiana Jones, voilà, ça n'aurait jamais dû rester longtemps. Ça devait pas rester longtemps et finalement c'est toujours là. Hyperspace Mountain c'est pareil, ça devait pas rester longtemps, c'était arrivé plus pour la saison de la Force. En fait aux États-Unis ça existait déjà. Donc du coup ils ont apporté Hyperspace Mountain à Disneyland Paris et ça devait revenir à Space normal et revenir à saison de la Force chaque année quand ils font les événements Star Wars, des choses comme ça. D'ailleurs, quand ils ont rouvert l'attraction, on a vu quelques temps avant que ça devienne vraiment Hyperspace Mountain, il y avait encore la musique de Mission 2 dans les trains, donc on était dans le noir complet, mais on avait encore Mission 2 en musique, et les vidéos de safety, tu sais, la vidéo que tu vois dans la file d'attente, ils ont refait à neuf la vidéo de safety de Space Mountain Mission 2 en plus moderne. Juste le temps des soft openings. Tu sais, soft opening, c'est les moments où ils ouvrent l'attraction à quelques personnes du public pour faire des tests, pour que les cast members s'ajustent. Et donc, du coup, il y avait du Mission 2. Et après, hop, ils ont ouvert en Hyperspace. Donc, il y a quelque chose qui est prévu, il y a quelque chose qui est là en attente. S'ils ont tourné ces vidéos de Space Mountain Mission 2, c'est que c'est là, c'est prévu. C'est que dans leur tête, ils s'étaient dit oui, c'est pas grave, on switch, on passe de Mission 2 à Hyperspace quand c'est la saison de la Force, et ainsi de suite. Et finalement, c'est resté Hyperspace depuis 2017 et puis on l'a toujours aujourd'hui. Du coup, les infos qu'on a pour l'instant, enfin les infos qu'on peut avoir à droite à gauche, il n'y a rien de prévu pour l'instant pour un changement de Space Mountain. On aurait espéré pour les 30 ans peut-être quelque chose, parce qu'au final, s'il y a un changement à faire, ça peut être très rapide, puisqu'ils ont déjà les audios qui sont prêts dans les trains. Ils ont juste une petite carte à changer et dans les trains, ils ont déjà fait des tests avec l'audio de la Terre à la Lune dans le train. Donc, il y a déjà des trains qui ont tourné. En off, bien sûr, hein, parc fermé, mais voilà, ça a déjà tourné. Et on sait que voilà, changer les projections, changer tout ça, c'est très rapide. Que les décors sont encore là, au final, il y a juste à débâcher, hop, ça y est. On va dire, allez, grand maximum, si vraiment on veut prendre large, je suis sûr qu'en une semaine de travail, ils ont débâché, ils ont changé les projections, ils ont mis l'audio, ils ont fait les quelques tests qu'il fallait et c'est reparti. Et hop, on revient, peut-être pas de la Terre à la Lune, mais au moins un Space Mountain basique, où on reviendrait au moins sur les origines de l'attraction. Et sur le thème extérieur, parce que là on est sur un univers Jules Verne et on part dans un futur très actuel avec Star Wars. Très Star Wars, et ça colle pas puisqu'on a le canon Columbiad qui est là, on fait la file d'attente, on voit un canon qui vient de l'histoire de Jules Verne et finalement on rentre dans l'intérieur, on se retrouve dans un monde Star Wars qui a rien à voir. Ouais, bah oui, parce qu'en plus quand on observe bien les petits détails, il y a encore des origines de Discovery Mountain. Enfin, on voit la base, on voit les DM, on voit tout ça. Est-ce qu'il y a des petits détails des anciennes versions ou pas qu'on peut apercevoir? Alors pas à l'œil nu comme ça parce que forcément par exemple dans la file d'attente ils ont tout bouché, on voit plus rien, mais il y a encore la MOM, la Mother Météorite qu'on traverse qui est éteinte mais qui est toujours là, l'électrovélocitor qui est toujours là mais qui est éteint également. Il y a quand même des petits éléments
dans l'attraction, par exemple le Columbiad c'est resté là depuis toujours, les petits logos DM, qu'ils ont quand même disparu de plus en plus pour remettre le logo juste SM, donc Space Mountain. Ouais. Donc ils ont commencé à remplacer un petit peu, mais voilà, il y a encore des choses, c'est pas hyper Space Mountain, ça reste, il y a quand même les logos SM, Space Mountain. Ouais. Donc pourquoi ils changeraient les logos, mettre SM, si finalement il n'y a peut-être pas une idée quelque part de changement ou de... Oui, on sait pas. On verra bien. Après c'est toujours une histoire de budget et voilà, à voir. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont partis sur ce roman-là de Jules Verne, de la Terre à la Lune, et pourquoi aussi un coaster? Ils voulaient attirer peut-être un public plus sensation, changer un peu. C'est ça, encore une fois, c'est s'adapter au public français. Le public français et le public américain n'étaient pas pareils à l'époque. Le public français était très demandeur, ils voulaient du sensationnel. Donc ils sont partis sur un coaster. Et du coup, ils se sont rapprochés de Vekoma, qui ont pu leur faire un coaster compact, et à la fois impressionnant par le catapultage, par câble, attraction unique au monde, basée sur le principe des porte-avions. Et le roman de Jules Verne, c'est simplement Tim Delaney qui est parti sur ce roman-là, qu'il aimait beaucoup, et il est parti sur cette idée. Ouais, parce que du coup, Discoveryland, c'est sur c'est rétro-futuriste, donc du coup, partir dans l'espace, ouais, c'est... En fait, le Discoveryland, quand il est sorti, c'était la vision du futur, mais vue du passé. Donc en fait, c'était effectivement, quand on rentre dans Discoveryland, c'est un peu se mettre dans le passé, voyager dans le passé, et de voir comment eux, dans le passé, ils voyaient l'avenir. Donc justement, voyage dans l'espace, voyage vers la Lune avec Jules Verne, 20 milieux sous les mers avec le superbe Nautilus, Autopia, les voitures électriques, le Visionarium qui nous permettait de voyager aussi en 360 avec une capsule spéciale, et Star Tours, forcément vol dans l'espace, Star Wars. Donc c'était vraiment cette vision-là du futur mais vue du passé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Oui. Mais voilà, c'était la vision de l'époque. Et comme il voulait s'adapter au public français et à la culture française, justement, Jules Verne était un écrivain français qui rentrait pile poil dans cette démarche de voir le futur, mais depuis le passé. Donc voilà. Donc en début de vidéo, on parlait que Space Mountain existait déjà dans les parcs américains, ça arrivait en France, et qu'est-ce qui fait que Space Mountain est différente en France que par rapport aux États-Unis? Alors beaucoup de choses. Déjà, les attractions US et la version française sont carrément différentes parce que déjà, on est sur une thématisation bien précise, ça reste sur un thème de l'espace, mais ça reste sur de la Terre à la Lune de Jules Verne. Et ensuite de ça, c'est le premier Space Mountain à inversion. C'est-à-dire, nous, on a 3 inversions qu'il n'y a pas dans les Space Mountain US. Donc déjà ça, c'est une grande avancée, un grand changement, une grande différence. Il y a aussi le catapultage qui se trouve incliné, chose qu'il n'y a pas dans les autres parcs. Nous, on a un catapultage qui est basé sur le système des porte-avions. Alors, les porte-avions sont sur de l'air comprimé. Nous, on est sur un câble qui est enroulé à un gros moteur qui s'enroule très rapidement et qui catapulte le train. On se retrouve aussi avec la première attraction avec de l'audio embarqué, synchronisé. C'est-à-dire que l'audio était synchronisé par rapport au ride parce que chaque train ne fait pas le même poids selon les gens qu'il y a dedans. Et donc du coup, les trains n'avancent pas à la même vitesse. Ils peuvent se décaler de quelques secondes. C'est très léger, mais ça se décale assez pour que du coup la musique, l'attraction passe dans un élément, que la musique soit décalée et du coup ça va plus. Dans l'attraction, ils ont mis des capteurs et un système sur le train qui permettait de resynchroniser l'audio, et il y avait des parties audio à la fin qui étaient calculées pour durer plus longtemps pour permettre cette synchronisation. C'était la première attraction au monde à avoir ce système de synchronisation de la musique embarquée. Donc c'est vraiment des différences qui font que Space Mountain, déjà dès sa construction, dès son ouverture, était unique au monde. Mais du coup, comment ils peuvent faire pour synchroniser? Parce que la musique, elle est dans les enceintes. Il n'y a personne derrière pour dire attends, on la prolonge pas. Comment ils font? En fait, tout simplement, tout le long du parcours, il y a des capteurs qui sont installés tout le long du câble pour détecter où se trouve le train. Et ensuite, à l'arrière du train, il y a tout un système qu'on appelle le LCU qui gère l'audio, de l'attraction. Et en fait, quand le train passe sur un capteur, ça dit au LCU attention, le train vient de passer devant le capteur, donc il faut que tu sois à ce moment-là de la musique. Et en fait, l'attraction est découpée en plusieurs zones. Il doit y avoir, si je ne me trompe pas, 6 zones
7 zones, mais cette zone c'est la gare. Ouais. Donc il y a 6 zones. La première zone se trouve entre la gare et le bas du canon, qui est la zone 1. Ensuite, tu as la zone du bas du canon, en haut du canon, qui est la zone 2. À l'époque, de la Terre à la Lune, le train se catapultait en 2 phases. C'est-à-dire le train arrivait en bas du canon, le train que tu pouvais voir de l'extérieur, oui. donc tu avais une sorte de baie vitrée, Oui. et tu voyais les gens qui étaient là en train d'avoir peur et d'être catapultés, et tu les voyais. Donc du coup, hop, et ensuite, deuxième phase, paf, ils remontaient jusqu'en haut du canon. Donc Oui. toi, tu avais l'impression, en fait, dans la storyline, on s'arrêtait, en fait, on s'arrêtait une première fois en bas, et après, pouf, on remontait jusqu'au milieu du canon. En fait, c'était pour symboliser, à l'époque, dans la storyline officielle de l'attraction, ça symbolisait simplement que le train arrivait en bas du canon, qu'on chargeait le train dans le canon pour ensuite le catapulter dans l'espace. Donc cette phase dans la zone 1, hop, le train arrive, pouf, il passe sur la zone 2, la zone de catapultage. Et à partir de la zone 2, il y a une musique qui arrive, avec des petits tambours et tout ça. Bon, ça fait monter un peu la tension. Et à partir du moment du catapultage, hop, il passe un petit capteur et pouf, ça déclenche la synchronisation avec la deuxième partie de la musique, qui lui va du coup arriver sur la zone 3. Donc la zone 3, c'est du haut du canon jusqu'à la Mother of Meteorite, la MOM. La MOM, c'est une zone de freinage en fait. Donc hop, tu as une zone de freinage. Et une fois que cette zone de freinage est passée, pouf, tu arrives, tu repasses sur la première vrille, le corkscrew, comme on l'appelle. Tu arrives sur le corkscrew et tu remontes après, ensuite, tu tournes et tu remontes sur le lift B. Parce que ce qu'on appelle les lifts, c'est les montées dans l'attraction. Et donc du coup, dans Space Mountain, tu as une deuxième montée, le lift B, où là, tu vois apparaître la Lune. Et quand tu arrives en haut, c'est pareil, tu as la musique qui passe un capteur et hop, tu as une deuxième partie de la musique qui se déclenche. Et tu as l'attraction qui est comme ça découpée en plusieurs parties. Et selon le train, s'il se bloque ou s'il avance moins vite, tu as la musique qui continue un petit peu et ça se coupe dessus pour synchroniser avec la suite. Pour que toi, quand tu es dans le train, tu aies l'impression que la musique continue d'un bloc. Alors qu'en fait, non. On a une fois le train qui est resté bloqué dans le canon, qui n'a pas démarré. On entend la musique qui continue, la boucle qui continue, puis d'un coup, fin de la boucle. Hop, et plus de musique dans l'attraction. Parce que justement, le train n'est pas passé sur ce capteur pour dire c'est bon, j'attaque la deuxième partie de la musique. Donc du coup, la musique s'arrête, on entend que la et plus de musique. Le train est catapulté, il repasse le capteur et paf, la musique reprend au moment du catapultage. Ah oui, ce qui est pratique en cas d'arrêt, ça peut arriver. Au moins, l'attraction, enfin le reste de l'attraction, en fait, on a une expérience convenable parce que la musique elle reprend au moment. Même si le train s'arrête et parce que voilà, on sait les trains peuvent s'arrêter dans une attraction parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en gare. Donc il y a tout un système de sécurité qui fait que le train ne continue pas. Et en fait, quand il reprend, la musique reprend, mais pile poil à la suite de là où elle devait. Chose qui ne se passe plus maintenant parce que c'est plus synchronisé, parce qu'ils ne sont pas embêtés avec ça. Et donc du coup, c'est ce qu'on avait sur Mission 2 par exemple, où on se retrouvait dans le lift. Pouf, le train bloqué, la musique continuait, la musique se terminait et le train repartait et on faisait attraction dans le noir et sans musique. Ouais, bon, on a perdu quoi. Voilà. Et cette musique, on l'entend souvent sur mes live Twitch vu que c'est la musique des abonnements. Il y a une petite musique aussi pour Androland, voilà. Est-ce qu'elle serait pas inspirée des films des années 90, qu'elle fait quand même assez E.T. je trouve? Alors elle fait très E.T. effectivement parce que tout simplement Steve Bramson qui a composé la musique s'est basé un peu sur ces musiques à l'époque qui marchaient très bien. Donc il s'est un peu inspiré de E.T., il s'est un peu inspiré de Star Wars, il y a un peu de Star Wars aussi mine de rien dedans. Il s'est inspiré de tous ces films d'époque, Jurassic Park, tout ça, pour créer une ambiance comme on avait à l'époque. Et c'est pour ça que par moment, tu as un peu l'impression que tu as le thème E.T., simplement parce qu'il s'est inspiré de ça pour créer la musique. Bah moi j'aime bien, ça fait musique de film, vraiment on faisait l'attraction, on se sentait dans une expérience quoi. C'est aussi le but de ça, c'est vraiment t'immerger entièrement dans l'univers de Jules Verne, dans le roman. Tu rentrais dans le roman et hop, tu partais vers la Lune. La bonne époque. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'ils sont passés de Discovery Mountain à Space Mountain, mais si on voit des DM dans le parc, ça veut dire qu'ils avaient déjà commencé les travaux. C'est bizarre. En fait, ils ont changé le nom de l'attraction le 3 août 1994. Donc du coup, moins d'un an avant l'ouverture officielle. De base, ça s'appelait Discovery Mountain, le projet s'appelait Discovery Mountain. Ils avaient tout construit
tout construit, l'enseigne qui était Discovery Mountain, les petits logos partout qui rappelaient Discovery Mountain, donc comme on voyait dans la file d'attente, les petits DM partout, sur les posters là où il y a les affiches à l'entrée, c'était marqué DM, tout rappelait Discovery Mountain parce que c'était le nom qui était prévu pour l'ouverture. C'était, en traduisant mot à mot, c'était la montagne de la découverte. Sauf que finalement, ils sont revenus sur, c'est plus vendeur Space Mountain, comme c'était les Space Mountain déjà aux US, ils se sont dit voilà, on va revenir sur Space Mountain. Donc du coup au dernier moment ils ont changé, mais pas le temps de tout remettre, il fallait renlever tous les logos, remettre des... L'attraction était finie, concrètement l'attraction est finie de construire. La dernière année, ce qui a été principalement long, c'est surtout l'installation du rail système, tout le contrôle système du rail, les sécurités, les capteurs, enfin tout ça, mais la structure de l'attraction, tout était déjà fait. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des logos un peu partout, encore DM. Maintenant un peu moins parce que avec le temps, ils ont pris le temps de modifier ça, mais on peut retrouver à certains endroits des petits DM et c'est pour ça que voilà, Discovery Mountain était à l'origine du nom et maintenant c'est revenu à Space Mountain pour Space Mountain Mission 2 et ensuite Hyperspace Mountain. Bon voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette attraction quand même. C'est dingue de se dire qu'on a réussi à tenir une vidéo assez longue comme ça juste sur une attraction, ce qui montre quand même qu'il y a quand même une belle matière de la part de Disneyland Paris. Il y aurait encore énormément à raconter sur cette attraction, tellement qu'elle est... Là on a fait, on va dire dans les grandes lignes, mais en allant sur le site spacemountain.fr fait par Stéphane, hein, c'est vraiment une pépite, hein. Tu cliques partout, il y en a vraiment dans tous les sens. Il y a de quoi parler toute la journée de Space Mountain et c'est d'ailleurs le seul site au monde sur Space Mountain. Tout à fait. Il y en avait un en anglais, tu m'as expliqué. Il existait le site de Félix sur lequel je me suis basé puisque quand j'étais plus jeune, son site existait déjà, donc j'étais un grand passionné déjà et j'allais sur son site pour avoir des infos et tout ça. Sauf que depuis le passage à Mission 2, il a laissé tomber le site. Il avait toujours hébergé son site d'époque, sauf que là il l'a fermé, ça fait un mois que le site n'existe plus. Tant pis. Donc si on veut des infos sur Space, au moins, voilà, il reste un site. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et si tu as des questions, peut-être que Androland passera là. Je passerai répondre. Et essayer de te répondre après en commentaire, c'est un peu compliqué, mais vraiment voilà, la meilleure réponse c'est d'aller sur le site et même de faire la simulation que tu as fait sur No Limit. Alors pas que j'ai fait, à laquelle j'ai participé. On a fait avec Benji et Pieter qui lui a programmé tout le système de l'attraction parce qu'on a tout reproduit sur No Limit Coaster 2. Pour moi c'est une dinguerie parce que on s'est basé sur les plans originaux pour tout reconstruire, tout refaire et tout y est dans l'attraction. Si on veut revivre, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre de la Terre à la Lune, c'est la meilleure chose aujourd'hui qui existe pour revivre l'expérience d'époque avec les musiques, l'ambiance, et vraiment comme c'était à l'époque. On peut même s'avancer et voir le train se charger dans le canon comme à l'époque. Voilà. Et même la petite file d'attente, on peut voir le train passer. Enfin vraiment, on a reconstruit en 3D l'attraction comme elle était à l'ouverture en 95. Comme promis, j'ai un super cadeau à te faire gagner, de super gobelets de McDonald's. Non, franchement, ça c'est hyper rare de trouver ça. C'était à l'époque quand tu allais au McDonald's, tu pouvais avoir ça. Et là, Androland propose de t'en faire gagner 2. Tu as juste à me dire dans les commentaires comment se nommait la première version de Space Mountain. Et 2 d'entre vous seront tirés au sort pour gagner ces très beaux gobelets. Pour tourner cette vidéo, on a fait ça dans le local de chez Androland qui a une collection complète sur Space Mountain. Donc si tu veux voir tout ce qu'il y a dans les vitrines derrière, et il n'y a pas que ça, reste connecté car il y a une vidéo qui suivra prochainement. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!